La seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes, et je vous les représente très rapidement. Ana Navarro Pedro, correspondante à Paris pour l'hebdomadaire portugais Visao. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine. Mustapha Tossa, rédacteur en chef à Radio Monte Carlo Doualia. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Allez, on parle de l'Afghanistan où se tient donc demain, où se déroule demain une présidentielle. Peut-être un tournant de l'histoire de l'Afghanistan. 8 candidats sont en lice. Hamid Karzai laisse son siège après 13 ans de règne. Je vous propose ensuite d'écouter l'ambassadeur d'Afghanistan en France, Assad Omer. Il était jeudi sur notre plateau. Pour nous, c'est une date très importante. C'est une nouvelle ère. C'est la première fois que vraiment une transition démocratique et en paix sera faite. Là, c'est extrêmement important pour tout le monde. Les lignes rouges, c'est la constitution afghane, dans laquelle les droits fondamentaux ont été définis. Là, on ne veut pas toucher. Les droits de la femme, par exemple, les droits à l'éducation, au travail, là, ce sont des lignes rouges. Mais si ils veulent participer autrement, pourquoi pas? Et puis, je dois aussi vous rappeler que la commission indépendante électorale avait fait appel aux talibans. Venez participer aux élections. Si les gens vous votent pour vous, c'est tant mieux. Anna, je vous voyais sourire quand tu parlais des droits de la femme, la ligne rouge. Sourire jaune, parce qu'on sait très bien que le prochain président, qui qu'il soit, va devoir négocier à un moment donné dans cette transition de pouvoir avec les talibans. S'il ne veut pas avoir trop de soucis de sécurité, il en aura, mais bon. Et on sait que c'est justement sur l'éducation des petites filles que ça risque d'être des concessions à faire immédiatement. Donc là-dessus, oui, je suis assez pessimiste sur ce plan-là. Est-ce que c'était une guerre pour rien, cette guerre en Afghanistan? Parce que justement, vous parlez des talibans. Aujourd'hui, en effet, les Américains discutent avec les talibans, le gouvernement afghan discute avec les talibans. C'est devenu un acteur politique avec lequel on discute aujourd'hui. Donc, est-ce que c'était une guerre pour rien? On en a bien peur. Les Américains négociaient, discutaient déjà avec les talibans avant d'aller bombarder l'Afghanistan et d'envoyer des troupes là-bas. On est parti là-bas pour dire, en disant que si on n'y allait pas, comme en Irak, que cette guerre-là serait dans nos banlieues. Et maintenant, on part, on n'a rien fait. L'OTAN a carrément perdu la guerre sur le plan militaire, évidemment. On a perdu aussi sur le plan moral, sur l'image de la démocratie, telle que l'Occident veut l'exporter dans le monde entier. Ah oui, c'était vraiment pour rien. Non, c'était pour une grande perte, en fait. À la question, est-ce que c'est une guerre pour rien, puisque les talibans sont toujours un acteur politique de la scène afghane? Moi, je dirais que c'était une guerre qui visait à éliminer les talibans dans leur version soutien à Al-Qaïda. À partir du moment où, pour les Américains, Al-Qaïda a été décapitée et détruite et sa base arrière détruite, les talibans, en tant qu'acteurs de la vie politique afghane, est un groupe très fréquentable. Sauf que ce sont les talibans qui ne veulent pas rentrer dans le jeu américain. Tout à l'heure, Vanessa, vous avez dit Hamid Karzai a laissé sa place. Il n'a pas laissé sa place. Il a été poussé à la sortie parce que les Américains ne veulent pas avoir de Hamid Karzai. Et toute la question qui se pose... Voilà, il a quand même fait 13 ans. Donc oui, on imaginait mal quand même qu'il reparte encore. Et toute la question qui se pose maintenant, c'est que est-ce que le groupe Hamid Karzai, est-ce que son groupe vont rester inactifs par rapport aux évolutions de la vie politique afghane? Il a une capacité de nuisance qu'il va utiliser, qui va faire de telle sorte qu'il va compliquer la vie de n'importe quel futur président élu afghan. D'autant plus que les talibans qui sont toujours actifs et qui ont recours à la violence ne veulent pas accepter les règles imposées par les Américains, donc ils veulent leurs propres règles. Donc l'insécurité va continuer et l'Afghanistan ne va pas connaître la paix tant rêvée et voulue par les Américains parce qu'il y a les élections présidentielles. Une guerre pour rien, Ziad Limam. Et Anna disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure. C'était aussi, on a perdu peut-être sur le plan moral. Ça a poussé aussi le président Obama à se désengager. Et notamment, on l'a vu, il a tourné finalement détourner ses regards du Proche-Orient, même de l'Europe, pour se concentrer sur l'Asie-Pacifique, avec plus de volonté d'intervenir dans les conflits. Est-ce que je pense qu'il y a quand même, quand on pourra analyser avec un peu plus de recul la présidence Obama, il y a quand même des lignes de force qui sont le désengagement militaire sur des conflits dont il pense, lui et ses advisors et ses stratégistes, etc., que ce sont des conflits qui sont perdus.
Et donc l'Irak, l'Afghanistan, tout ça, il faut plier bagage. Ils ont essayé d'imposer à Karzai, c'est pour ça que je trouve que tu es un peu dur avec le personnage de Karzai, qui est un personnage plus complexe et plus ambigu. Il y a à la fois quelqu'un qui ressemble à une espèce de potentat qui va garder la main, je pense, sur le pouvoir pendant quelques années parce qu'il s'est arrangé pour que tous les candidats soient des gens qui soient plus ou moins proches de lui, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très préoccupé par son héritage, par sa place dans l'histoire. Et bon, il aura quand même refusé aux États-Unis un pacte sécuritaire, etc. Il a ouvert des back channels avec les talibans. Bon, voilà, moi je pense qu'il faut pointer du doigt aussi. Il y a un moment où je veux bien que les talibans deviennent fréquentables, mais enfin c'est quand même des gens qui tuent froidement des journalistes, des étrangers qui rentrent dans les... Il y a un massacre... Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi un soutien quand même aujourd'hui d'une partie de la population afghane en faveur des talibans, parce que c'est des gens... Moi je ne suis pas un spécialiste de l'Afghanistan, mais je pense que les 2 tiers des Afghans à cause des habitants qui ont sentiment d'avoir vécu l'occupation. Je pense que les 2 tiers des Afghans en ont ras-le-bol, et des talibans, et du système Karzai, parce que tout ça les mène nulle part, sauf dans une guerre permanente et larvée. Ça, je pense que... Après, il y a les identités religieuses et après, il y a les identités locales dont on ne parle jamais. Mais les talibans, ça recoupe aussi des rapports de force régionaux et locaux. François Dorcival, une guerre pour rien. C'est un événement historique. Demain, c'est quand même une élection. Pourquoi c'est un événement historique? Parce que c'est une élection qui se fait sans la présence de l'essentiel du corps expéditionnaire de l'OTAN. Bon, pour la première fois. Mais ça, il y a quand même eu, c'est la 5e élection en 13 ans. 5e élection, 3e élection présidentielle, les 2 de Karzai, et une 3e à laquelle il ne pouvait pas être candidat et où vont donc être élus l'un des 8 dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, oui, ce pays est dans une situation de sécurité sévère et extrêmement dangereuse. Mais en même temps, il faut se dire qu'il y a des forces de sécurité qui ont été mises en place et que malgré tous les coups qu'elles reçoivent, qu'il s'agisse de forces de sécurité de police ou de l'armée, tous les coups qu'elles reçoivent, elles continuent d'exister et, tant bien que mal, d'assurer ces élections. Les talibans disent « on fera tout pour les saboter », mais ils l'ont déjà dit chaque fois. Enfin, il est vrai que depuis qu'ils ne sont pas au pouvoir, il y a quand même eu une montée des femmes, des enfants, des filles, donc des petites filles, des filles et des femmes dans la vie politique, dans la vie de l'éducation, dans la vie de l'entreprise, de l'économie en général, réelle. Cela constitue quand même une résistance au pouvoir afghan. Moi, je dois dire que ce que l'on a vu en Tunisie, qui est naturellement le jour et la nuit avec l'Afghanistan, parce que la Tunisie est un pays tellement calme, il n'empêche qu'ils ont réussi à expulser les islamistes parce qu'il y avait un barrage de femmes qui était très puissant. Mais vraiment un mot, Moustapha, c'est un mot, parce que je voudrais qu'on parle du remaniement. C'est pour dire que la situation sécuritaire en Afghanistan est plus sûre maintenant que ne l'est la situation en Irak et en Syrie. C'est dire à quel point, malgré... mais là, vous prenez quand même des cas, et pardonnez-moi, mais là, la Syrie, là, on parle quand même de 13 ans, l'OTAN sur place, en Afghanistan, les Américains, 200 000 hommes. Et la Syrie, bon, il y a... Un contingent qui est un contingent en complète réduction. Là, vous avez... Aujourd'hui, ils conservent leur base. Oui, mais il continue à y avoir des attaques aujourd'hui à Kaboul, dans le centre de Kaboul, ce qui n'était pas le cas à une époque, quand même, contre des étrangers. Les attaques sont très claires, c'est les journalistes et les occidentalisés. Et les occidentaux, les étrangers. Et les occidentalisés. Ça y est, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, là, j'arrête là. Non, excusez-moi. Allez, ça bouge. Mais c'est bien parce qu'ici, il faut ne pas être d'accord. Ça bouge en France. Au lendemain de la défaite de la gauche aux élections municipales, eh bien, François Hollande, lui, a décidé de changer de Premier ministre. Il prend Manuel Valls, qui a présidé ce vendredi son premier conseil des ministres. Les secrétaires d'État seront nommés mercredi prochain, au lendemain du discours de politique générale. Je vous propose d'écouter le nouveau Premier ministre, Manuel Valls. C'était mardi lors de la passation de pouvoir avec Jean-Marc Ayrault. Le président de la République a tracé une feuille de route pour aller encore plus loin, plus vite, et pour répondre, bien sûr, et vous y êtes aussi profondément attaché, à la demande de justice et de justice sociale dans notre pays. Je poursuivrai bien évidemment ce travail que vous avez engagé au service du redressement de notre pays, de notre économie, de notre industrie, de nos comptes, avec ce même attachement au pays et aux Français.
François d'Orcival, est-ce que vous avez senti un souffle nouveau? Certainement pas. Non, pardon, excusez-moi. Le souffle nouveau, il a eu lieu les 23 et 30 mars. Alors ça, là, je dois dire qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à une vague aussi violente que celle qu'ils ont eue dans autant de villes. Il faut se rappeler qu'en 2008, la droite avait perdu 90 villes et qu'elle en a gagné 155 dimanche dernier. À partir de là, quelle est la réaction de François Hollande? Elle est rapide, c'est vrai. Elle est rapide, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait au-delà? Eh bien, il vous explique le lundi soir à la télévision que désormais, sa politique, c'est d'une part le pacte de responsabilité, d'autre part le pacte de solidarité. Et donc, deux aspects totalement contradictoires avec une contrainte, c'est que vis-à-vis des autorités européennes ou internationales, quelles qu'elles soient, nous n'avons pas 1 euro de marge de manœuvre. Voilà. Et c'est ça qu'il confie à Manuel Valls. Et Manuel Valls, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut que répéter les propos du président de la République avec un gouvernement qui, dans l'opinion, s'est résumé à une phrase « on prend les mêmes et on recommence à 2 exceptions près ». Moustapha Tosser, on prend les mêmes, on recommence? Moi, je crois qu'il y a eu un message lors des municipales, c'est un message de gauche. On demandait à François Hollande de gauchir son action, de gauchir son gouvernement. Donc lui, il a entendu le message, mais sa réponse a été « je mets un centriste » entre guillemets à la tête du gouvernement, qui est Manuel Valls, et qui est limité par le pacte de responsabilité et les dépenses publiques. Avec des gens quand même bien à gauche au sein du gouvernement, en tout cas l'aile gauche. Pour le cas, c'est justement. Alors moi, pour enrichir un petit peu la réflexion, moi j'ai l'impression, après avoir lu ce gouvernement et après avoir anticipé sur ce qui va se passer dans les mois à venir, j'ai l'impression que ce gouvernement, il y a dans ce gouvernement de multiples cohabitations. Il y a un ménage à 3. Manuel Valls, Ségolène Royal et François Hollande. Une fois que les choses vont s'installer, on va avoir un François Hollande qui ne pense qu'à sa réélection, on va avoir un Manuel Valls qui ne pense qu'à affaiblir le président, et on va avoir une Ségolène Royal qui ne pense qu'à prendre sa revanche. Mais c'est un scénario noir là que vous faites. Non, mais moi, à mon avis, c'est le scénario qu'on va avoir. La solidarité gouvernementale et tout ça, c'est bon pour maintenant. Mais pour dans quelques mois, vous allez voir les personnalités. Parce qu'en fait, François Hollande s'est recroquevillé sur le Parti socialiste. On a l'impression d'avoir un gouvernement qui reflète les courants du Parti socialiste et qui vont, à l'approche d'autres échéances électorales, les appétits vont s'affirmer et les personnalités et les destins vont s'affirmer. Ana Navarro Pedro, vous êtes d'accord, ménage à 3? Non. Il ne va pas y avoir de solidarité gouvernementale? Quoique, il y a une petite chose il y a quelque chose qui est assez marrante, parce que dans les pays du Sud, la classe politique, quelle qu'elle soit, gauche, de droite, on ne peut prétendre au pouvoir qu'en proposant un programme différent de celui qui est au pouvoir, mais tout en sachant qu'ils ne peuvent appliquer qu'un seul programme, celui de l'austérité. C'est ce qui se passe en France, en fait. Maintenant, admettons que l'UMP revenait aux manettes en septembre après une dissolution désastreuse. Elle ne pourrait faire que la même chose que Hollande, le pacte de solidarité en moins. Donc, effectivement, il n'y a pas de marge de manœuvre politique. Ce qui est intéressant dans ce gouvernement, c'est que quand même, on va avoir 2 hommes qui vont représenter ce que tout le monde va regarder. C'est Montebourg et Sapin. Sapin va être la caution austérité, Bruxelles, etc. Et Montebourg, la caution gauche en France pour une partie de l'électorat socialiste. C'est un peu tiré par les cheveux, je sais, mais c'est ce qui fait sourire un peu ailleurs D'où qu'en les multiples France. cohabitations. C'est des multiples cohabitations, c'est ça en fait. Moi, je pense que l'esprit de la Ve République va jouer à fond. La Ve République, il y a un patron, c'est le président. Tant que le président a une majorité à l'Assemblée nationale, il est pratiquement indéboulonnable et personne ne peut monter contre lui dans un processus de primaire qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait être président. Donc, il est clair que pour des gens comme Valls, etc., leur objectif, c'est pas 2017, sauf catastrophe absolument ingérable, etc. Donc, moi, je ne crois pas du tout au scénario de la guerre des clans dans le PS. Je crois au contraire qu'ils sont tous tenus par un objectif commun, qui est de survivre, de ne pas se casser la figure et de pouvoir représenter Hollande en 2017. Il y a quelqu'un qui a utilisé sur une chaîne de télé l'expression joint venture. Ils sont dans une joint venture. C'est-à-dire que leurs forces, ils les ont mis en commun pour ne pas se faire massacrer. Moi, je pense aussi qu'il y aura un effet Valls. Parce que c'est une nouvelle génération, parce qu'il plaît aux Français, parce qu'il a une belle gueule, parce qu'il a une belle femme,
parce qu'il a ce côté-là, que les Français ont envie de ça, qu'ils en ont marre de ces types de 60 ans, 65 ans, qui leur fourguent de l'austérité. Lui, il va leur fourguer de l'austérité avec le sourire, et en plus, il va leur dire, vous êtes un grand pays, et en plus ceci, il en plus sourit ça. très rarement. Il sourit très oui, rarement. Oui, mais on aime bien ça. C'est un gars, quoi, si vous me permettez l'expression. Vous l'aimez bien, François Dorsi? Et une dernière chose, après je m'arrête. Je pense qu'il y a un vrai problème en France aussi sur la bipolarisation de la vie politique. Parce que moi, je veux bien... je comprends tout à fait le discours de droite en ce moment, nous expliquant que, etc., ils ont gagné 150 villes, patati patata. Bon, ils oublient de dire qu'ils n'ont pas Paris, qu'ils n'ont pas Lyon, qu'ils n'ont pas Nantes, qu'ils n'ont pas Metz, qu'ils n'ont pas Strasbourg, ils n'ont pas tout pris quand même. Ils oublient de dire que les 5 ans précédents, ça a été une débâcle fiscale intégrale de 700 milliards, plus 25 affaires pour le président et ses copains qui sont tous devant les tribunaux. Ce que je pense, c'est que dans ce pays, on a trop tendance à polariser les choses. Regardons quel est le dernier gouvernement un petit peu près réformateur de ce pays. Ça remonte à quand? Ça remonte à Jospin. Depuis Jospin, il y a soit des gouvernements d'alternance, soit des présidents affaiblis, soit des premiers ministres qui arrivent à rien. Ça fait 15 ans que ce pays ne fait pas une réforme qui dure 6 mois d'affilée. Ça fait 15 ans que ce pays ne prend pas une décision fiscale qui tienne plus d'un mandat. Et après, on s'étonne que Bruxelles nous dise, écoutez les rigolos, la France, ça commence à bien faire, vous claquez beaucoup trop d'argent, donc il y aura plus de chèque en blanc. Moi, je pense qu'il faut sortir de la bipolarité, il faut arrêter ce discours idéologique des uns et des autres qui ne veut rien dire, parce qu'on sait très bien, comme tu disais, qu'il n'y a pas 50 000 méthodes pour sortir de l'impasse fiscale, et qu'il y a des choses qui rassemblent la gauche centriste, la gauche du milieu, la droite centriste, la droite, etc., pour arriver à des projets qui sortent ce pays de l'ornière. Après, on verra bien dans 10 ans ou dans 5 ans. C'est un discours qu'on peut très très bien entendre, sauf que il n'y a pas de majorité parlementaire pour ça. Je sais, oui. Il n'y a pas. Bien. Quant à Jospin, le fameux gouvernement réformateur, ça se termine sur le 21 avril 2002. Et effectivement, dans le bipolarisme dont Ziad vient de parler, il y a eu un troisième acteur dont on va encore entendre parler aux élections européennes avec le Front National. Et on ne peut pas échapper à cette situation. Bon, dans cette situation, le choix du président de la République, c'est je constitue l'équipe à qui je vais donner des consignes. Mais effectivement, le président de la République, il est le seul personnage qui ne puisse pas se remanier. Donc, la vague bleue qui a eu lieu, c'était une vague bleue qui avait pour objet d'être une censure de la politique et de la personne du président de la République. Mais il se trouve qu'il est là jusqu'en 2017 et peut-être au-delà. Et donc, effectivement, ou c'est le gouvernement qui réussit, ou c'est le président de la République qui devra dissoudre. Moi, je suis convaincu que François Hollande va être obligé de cohabiter avec son gouvernement. Déjà, à l'égard de Jean-Marc Ayrault et des ministres Jean-Marc Ayrault, il n'avait pas l'autorité suffisante pour arrêter les couacs. Il a les 5 ministres. Il arrêtait les couacs. Alors que maintenant, il a des personnalités fortes. Il a Manuel Valls, il a Ségolène Royal et Arnaud Montebourg sont des personnalités qui, à l'exercice du pouvoir, vont devoir s'affirmer. Chez Cazeneuve. Voilà. Le FOL, c'est l'agriculture et le porte-parole. On prendra les paris. Dans quelques mois, on reviendra à cet esprit de cohabitation. Allez, vous allez revenir très vite. Des belles filles, c'est dommage. Comment ça, les belles filles, il n'y aura pas? Non, pas les belles filles. On ne parlera pas des belles filles. Ah oui, oui, mais vous savez que j'ai découvert ça grâce à vous. Je sais, c'est pour ça que alors vous allez quand même nous en dire, allez, un mot. De temps que je rejoigne Karim, parce qu'en fait, j'avais demandé votre choix de la semaine. Allez, vous nous dites ce que c'est, parce que j'ai découvert ça grâce à vous. Karim, vous savez ce que c'est? Ça fait le lien avec Karim, parce que tu pourras en passer une. On va demander à Karim s'il sait. Est-ce que c'est ce que c'est qu'un belle fille? Non. Bon ben voilà, j'ai l'impression que j'étais un peu larguée à ce mais en fait pas du tout. Il y avait la mode des selfies que vous connaissez bien, qui est cette espèce de narcissisme qui permet d'alimenter les réseaux sociaux. Et puis il y a eu les débordements des selfies, puisque les faux selfies, etc. Et on a découvert sur Internet les belles filles, qui est en fait la contraction de bot, qui veut dire popotin en anglais. Non, regarde. Et donc maintenant, c'est la grande mode, c'est le belle fille, et toutes les stars passent aux belles filles, elles font leur belle fille. En tout cas, ça a l'air de vous plaire, Ziad. Non, moi je suis prêt à regarder toutes les choses sur Internet qui incarnent l'évolution du monde et son narcissisme. C'est ça qui et maintenant, il y a le Lelfi. Le Lelfi, c'est la même, mais avec les jambes. Et c'est un petit peu moins osé que les belles filles du maire général. Écoutez, merci. Et Anna Maria disait comment elles font pour avoir des cadrages pareils avec leur propre appareil photo. C'est une question auquel, effectivement, on peut se poser. Allez, Karim.
Nous, on va parler d'une idée de Marine Le Pen qui alimente actuellement les débats sur Twitter. Alors, on en parle pas mal sur Twitter cet après-midi. Marine Le Pen pour la fin des menus sans porc dans les cantines des villes FN. C'est une directive qu'elle a donnée à ses maires qui ont été élus dans un certain nombre de villes. Alors, ça alimente le débat sur Twitter. Et justement, on va écouter cette proposition de Marine Le Pen. C'était sur l'antenne de RTL aujourd'hui. Fermer les yeux sur les violations de la laïcité, c'est dans l'esprit de beaucoup de maires UMP et PS s'associer à la bienveillance de communautés dont ils pensent qu'ils seront où ils ont été. Il y a beaucoup de questions, Marine. S'il y a par exemple des menus sans porc à la cantine, vous rétablirez les menus? Non, mais nous n'accepterons aucune exigence religieuse dans les menus des écoles. Donc c'est ça. Donc ce sera rétabli si ça avait été supprimé, par exemple. Exactement. Il n'y a absolument aucune raison pour que le religieux entre dans la sphère publique. Alors ça a suscité beaucoup de réactions, un certain nombre de tweetos qui disent on arrête le poisson le vendredi et fini les galettes des rois. Et puis certains qui soulignent que c'est ça, les vrais changements, ceux dont on a besoin en ce moment, comme Nadia qui écrit « L'absence de porc dans certains menus de cantine était donc la raison de tous nos maux sociaux. Merci le Front National de nous prendre pour des jambons. » Ou encore Léa qui dit « C'est vrai que les menus sans porc à la cantine, c'est the truc qu'il fallait enlever sous peine de se faire envahir par les gens de la musulmanie. » Ironique, vous vous en doutez. Et puis Ted, à tous les musulmans, en fait ça c'est presque un reproche qu'il leur adresse, on a l'impression qu'il veut les faire culpabiliser, les musulmans des villes FN qui ont voté pour Marine Le Pen et dont les enfants vont bouffer du porc à la cantine, fallait réfléchir. Alors c'est peut-être un petit peu limite comme façon de voir les choses, mais en tout cas des réactions comme ça, il y en avait plusieurs. Alors Marine Le Pen n'a pas tardé à réagir parce que ça a fait un peu de buzz cet après-midi. Elle explique que cette polémique est artificielle. Pour elle, il s'agit simplement d'interdire l'interdiction du porc dans les cantines, une polémique inutile car il y aura toujours 2 menus. Premier conseil des ministres et première réaction. Alors, il y avait une réaction qui était intéressante, c'était celle d'Arnaud Montebourg, recueillie par 2 confrères de BFM, qui l'ont accompagné en voiture. Et il a expliqué que ce premier conseil des ministres, ça a la gueule, une façon de tacler au passage Jean-Marc Ayrault, puisque pour lui, ce qui était impossible à 39 est maintenant possible avec une méthode organisée par le Premier ministre de discussion, d'arbitrage complètement rénovée, très solide, ça a de la gueule. En gros, une façon de dire qu'avant, ça n'en avait pas du tout. Et du côté du lab, on rappelle que ça fait un moment que c'était tendu entre Jean-Marc Ayrault. On cite cette phrase que Arnaud Montebourg a eue au téléphone avec Jean-Marc Ayrault. « Tu fais chier la terre entière avec ton aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont tout le monde se fout. Tu gères la France comme le conseil municipal de Nantes. » On a l'impression qu'il y en a un qui est content que Jean-Marc Ayrault soit parti. Alors évidemment, on parlait aussi beaucoup de Ségolène Royal cette semaine. Juste 2 dessins partagés sur les réseaux sociaux. Celui-ci, Ségolène Royal entre au gouvernement. Très drôle, répond François Hollande, tu vas pas commencer. Elle a ce fameux casque dont on a beaucoup parlé. Et on la voit aussi renommer son ministère. Ça sera le ministère de l'écologitude. Un dessin partagé par urtican.net. François Hollande qui croise Mélenchon, une partie de la classe politique a un pot de départ et personne n'en a parlé. Alors on a fini par en parler pas mal, mais en tout cas ce pot de départ avait lieu du côté de l'AFP. C'était le pot de départ de Sylvie Maligorne. C'était la journaliste qui est responsable de la politique du côté de l'AFP. Il a croisé Jean-Luc Mélenchon et cette photo qu'on peut trouver étonnante a largement été partagée sur les réseaux sociaux. Mais il n'y avait pas que Jean-Luc Mélenchon, il y avait une bonne partie de la droite, il y avait Valérie Pécresse, il y avait Christian Jacob. Là on voit même Jean-Luc Mélenchon en train de prendre une photo de François Hollande. Ce n'est pas un selfie, mais ça fera un petit souvenir. C'est un selfie. Il a eu un selfie, c'est ça. En tout cas, c'est assez étonnant. Je vous disais, il y avait du monde. Il y avait même Manuel Valls, que Jean-Luc Mélenchon présentait comme le pire des premiers ministres il n'y a pas si longtemps. En tout cas, le site de l'Express évoque largement cette photo dont l'AFP n'a pas voulu se faire l'écho. Sur le site du Nouvel Observateur, on a Daniel Schneiderman qui se demande bien pourquoi l'AFP n'en a pas beaucoup parlé et qui souligne qu'il n'y avait personne du Front National. On a essayé de faire ça discrètement, mais de quoi alimenter le fait que cette agence, France Presse,
est proche du PS et de l'UMP, l'UMPS comme l'appelle le Front National. En tout cas, ça a suscité sur les réseaux sociaux un petit concours lancé par Patrice Thomas. Quelle légende pour cette photo de légende, écrit-il. Et on a la réponse par exemple de Pierre Aski avec beaucoup d'humour. On aurait pu entendre Mélenchon dire « Mais je vous reconnais, vous êtes le mec qui disait que son ennemi c'était la finance ». Allez, très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, on parle de l'Algérie et d'Abdelaziz Bouteflika, dont la campagne sur le web a bien du mal à convaincre. Alors sur le terrain, c'est compliqué parce qu'il ne va pas au meeting. Et sur le web aussi, on a parlé de cette chanson qui était censée lui rendre hommage et qui a été très critiquée sur les réseaux sociaux. Hier soir, ouais. On en a parlé hier soir. Et pas un jour sans qu'il y ait des dessins ou une campagne anti-Bouteflika. Aujourd'hui, on a eu le droit à une reprise d'un morceau qui est assez connu, qui s'appelle Papa Outé. Vous avez tous entendu ça, et ben ça se transforme en Boutet Fouté, on écoute ça. Sans même pouvoir reparler, tu veux encore être le chef, un sacré Boutef. Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 4 fois que tu brigues un mandat. Et Boutet, Boutet, Fouté, Boutet, Boutet, Fouté, Boutet, Boutet, Fouté, Boutet, Boutet, Fouté. Bon, écoutez, peut-être que lundi, on aura le droit encore à une autre vidéo. Hier soir, on avait le droit à la chanson. Là, enfin, voilà. Il y en aura d'autres encore, je suis certaine. Hein. Les élections en Algérie, c'est nouveau en avril. Et ça suscite le 17 avril, beaucoup de réactions. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler sur France 24. Merci beaucoup, Karim. Merci à tous les 4 encore d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end. Vous pouvez retrouver Karim encore sur l'antenne de France 24 tout au long de la soirée. Tout de suite, le journal. Très bon week-end, très belle soirée.